Bienvenue dans Géostratégiques, l'émission qui décrypte l'actualité internationale avec Pascal Boniface, notre spécialiste en géopolitique. Géostratégiques, c'est aussi le nom de ces bandes dessinées publiées aux éditions Duno, et nous en avons deux avec nous. Donc l'édition spéciale Israël-Palestine et l'intégrale, donc Géostratégiques, l'intégrale. Est-ce que tu as un mot peut-être à ajouter, je ne sais pas. Oui, ça c'est la réunion de deux BD différentes sur l'état du monde et sur l'histoire du monde depuis 1945. Merci Pascal. Et une exclue qui sort aujourd'hui, oui, je te laisse présenter. Un cahier de vacances, l'été arrive, il y a des grands week-ends au mois de mai, et donc on a fait un bouquin collectif avec l'Iris, audition Erol. C'est des jeux, c'est des définitions, des devinettes, c'est très ludique, on est très fiers du résultat, et c'est un peu, en fait, un exercice, on fait ça en famille ou avec des amis pour s'amuser Super. Et s'éduquer tout en s'amusant. Et qu'on peut acheter du coup en kiosque. En kiosque, ça coûte 10,90 €, c'est moins cher qu'un paquet de clopes, et c'est dans toute librairie aussi en kiosque. Ouais. Super. Donc, elles offrent vraiment une analyse très complète, toutes ces bandes dessinées et ce petit cahier, plus les bandes dessinées, une analyse très complète des relations internationales et de la géopolitique mondiale, le tout en dessin, donc grâce à l'illustrateur Tommy, qui a aussi participé à ce cahier de vacances. Complice pour les deux. Ouais. Exactement. Au programme de notre tour du monde aujourd'hui, la guerre entre les États-Unis et l'Iran se poursuit. 62 jours après le début du conflit, le président américain Donald Trump ne cède pas et le blocus qu'il a ordonné dans le détroit d'Ormuz persiste depuis près de 3 semaines. Conséquence pour l'Iran, les exportations de pétrole sont en baisse et pour le reste du monde, les prix du pétrole et du gaz continuent d'augmenter tandis que des pénuries apparaissent déjà. En France, les présidents de la France Insoumise et du Rassemblement National, Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella, se sont chacun exprimés à ce sujet. Nous y reviendrons en première partie d'émission. Autre information, les Émirats arabes unis ont annoncé leur départ de l'OPEP ce mardi 28 avril au nom de leur intérêt national. Que signifie ce départ pour les pays producteurs de pétrole membres de l'OPEP et quel avenir pour ce cartel ? Nous quitterons ensuite le Moyen-Orient pour rejoindre le Mali où un nouveau basculement s'est opéré le week-end dernier. Le ministre de la Défense Sadio Camara a été tué dans sa résidence de Kati ce samedi 25 avril. Au même moment, plusieurs villes du pays ont été la cible d'attaques coordonnées entre des djihadistes affiliés à Al-Qaïda et des rebelles Touaregs. Nous ferons le point sur la situation avec Pascal tout à l'heure. Et pour finir, nous partirons en Syrie où s'est ouvert le procès de l'ancien président Bachar al-Assad et de son entourage. Un procès lors duquel il sera jugé par contumace, étant donné qu'il a fui le pays en 2024. Géostratégiques avec Pascal Boniface, c'est tout de suite. Alors, nous sommes à l'heure où nous enregistrons au 62e jour de guerre entre les États-Unis et l'Iran. Ce conflit a démarré le 28 février dernier après une attaque conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. L'opération baptisée Fureur épique par Washington a provoqué la mort de plusieurs hauts responsables iraniens, dont le guide suprême Ali Khamenei, mais aussi de nombreux civils, dont des enfants, des journalistes et des professionnels de santé. Début avril, une ONG iranienne évoquait environ 3500 victimes civiles. Le 1er mars, le conflit s'est rapidement étendu à l'ensemble de la région avec des frappes iraniennes visant Israël et d'autres pays du Moyen-Orient, mais également avec le projet d'annexion du Sud-Liban par Israël. Le 13 avril, le président américain Donald Trump a ordonné le blocus du détroit d'Ormuz, un point de passage clé par lequel transite une part significative du commerce mondial de pétrole. Aujourd'hui, cette guerre semble avoir des répercussions bien au-delà de la région, notamment sur l'économie mondiale. On a le sentiment qu'elle implique progressivement de nombreux acteurs, parfois malgré eux. Alors Pascal, comment expliquer que Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parviennent jusqu'ici à maintenir cette stratégie sans véritable inflexion ? Alors, c'est Donald Trump qui est aux commandes. Netanyahou, c'est lui qui a lancé la guerre. C'est lui qui a convaincu Donald Trump. Il a roulé dans la farine en disant « c'est génial, on va décapiter le régime, ça va être très vite, il y aura une révolution et vous pourrez être celui qui aura dit que vous avez changé le régime, ce qu'aucun de vos prédécesseurs n'a pu obtenir. » Donc Trump était ravi, sauf que ça devait être fait en 48 heures et que le régime est toujours là et bien là et qu'il s'est même durci et que désormais Trump dit « bon, c'est moi qui mène », sauf qu'en fait il mène mais il ne contrôle pas grand-chose. Alors, il a décidé de bloquer lui aussi le détroit d'Ormuz. Donc, le cours du baril était à $124 jeudi, et ce qui fait que c'est une crise économique qui est ressentie partout, et ça va contre l'intérêt de tout le monde. Il y aura un ressentiment mondial.
parce qu'effectivement, c'est une guerre entre Israël, l'Iran et les États-Unis, mais tous les pays du monde. Tous les pays du monde subissent. Pour la France, la semaine dernière, la note est déjà de 6 milliards. Donc on a du mal à boucler le budget. On a du mal à réduire le déficit. Il y a déjà 6 milliards de surcoût du fait de l'augmentation du prix de l'énergie et de ses conséquences indirectes. Et c'est partout pareil. Donc il va y avoir quand même un peu de colère quand même contre ceux qui ont joué les apprentis sorciers. Et Donald Trump bloque le détroit d'Ormuz en pensant qu'il va faire céder ainsi l'Iran. Il y a assez peu de chances que ça marche parce que l'Iran peut plus souffrir que les États-Unis. Alors bien sûr, l'augmentation du prix de l'essence peut servir les majors américaines, mais l'effet indirect, c'est que à long terme, Trump, qui est pourtant le plus grand des climato-sceptiques, va accélérer la transition énergétique. Parce qu'il va y avoir une très forte demande pour l'énergie décarbonée. Parce qu'en fait, les gens en ont marre d'être soumis. Il y a une guerre en Ukraine, l'essence augmente. Il y a une guerre dans le Golfe qu'on croyait paisible, dont on pensait que c'était la zone de stabilité. L'essence augmente. Et donc, enfin, le pétrole augmente. Et donc, en fait, il y a une très forte demande. Et qui va profiter de cette demande? La Chine. Parce que la Chine peut non pas fournir du pétrole, non pas fournir du gaz, mais peut fournir les moyens de fabriquer, de produire de l'énergie décarbonée par l'éolien et par le solaire. Et donc, Trump joue un peu les apprentis sorciers, c'est la politique de gribouille. Il va à long terme contre les intérêts de son pays et de ses financiers pétroliers. Alors, on voit que ce conflit a aussi des répercussions très concrètes en France, comme tu l'as dit, notamment sur les prix de l'énergie, mais aussi dans le débat politique à l'approche des présidentielles. Jean-Luc Mélenchon a récemment publié sur son blog un billet intitulé « Hormuz et attentats, les États-Unis tigres de papier », dans lequel il présente les États-Unis comme une puissance affaiblie dans ce conflit. Et de l'autre côté, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, est invité sur BFM TV ce mercredi 29 avril. Il a affirmé que la Russie serait la grande gagnante de ce conflit. On écoute un extrait. On voit qu'il y a Vladimir Poutine qui essaie de s'inviter dans les discussions, les négociations, qui discute avec les Iraniens. Est-ce qu'il faut le remettre autour de la table lors du prochain G7 qui redeviendrait un G8? Ça va se passer à Évian en France. Est-ce qu'il faut faire revenir Vladimir Poutine autour de cette table? Écoutez, le président de la Fédération de Russie est très certainement le grand gagnant de ce conflit, puisque il tire en réalité des revenus de ses exportations de pétrole. Et cette guerre est une bonne nouvelle pour les rentrées de cash de la Fédération de Russie. Elles sont une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, qui se voit encore une fois un peu oubliée par cette situation de guerre. Mais est-ce qu'il faut réintégrer au G7? Soyons, oui ou non? Soyons francs. Il faudra dialoguer nécessairement à un moment donné avec la Russie pour négocier la paix. Et pour pouvoir négocier un cessez-le-feu, il faut s'asseoir autour d'une table. Donc il faut l'inviter au G7? Je ne sais pas s'il faut l'inviter au G7. Vous seriez président? En revanche, vous seriez président, non. Jordan Bardella? Non, il ne s'agit pas de l'inviter au G7. D'accord. Et nous ne remuerons pas ciel et terre pour qu'il soit invité au G7. Est-ce que vous partagez leurs analyses sur le rôle des États-Unis et la Russie dans ces tigre de papier, c'est une expression que Mao avait employée pour désigner les États-Unis, pour dire qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est l'apparence d'un tigre, mais c'est du papier, il ne faut pas en avoir peur. Et Khrouchtchev, donc, c'est pas la peine de négocier avec les États-Unis, il faut plutôt les affronter. Et Khrouchtchev a dit oui, c'est un tigre de papier, mais avec des dents atomiques. Alors, en fait, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, oui, Trump voulait montrer sa puissance, il a montré sa faiblesse. À quoi sert l'armada américaine si au bout de 9 semaines, ils ne sont toujours pas parvenus à la victoire? Donc il y a un peu l'inutilité de l'hyperpuissance militaire américaine. Mais en même temps, les Américains ont les moyens de faire peur. Et la preuve d'ailleurs, c'est que ce tigre de papier, en fait, effraie la plupart des dirigeants du monde. Et quels sont les dirigeants qui s'opposent vertement aux États-Unis? Il y a Pedro Sanchez, il y a le pape, oui, Léon XIV, il y a Ousmane Sonko au Sénégal, mais les autres disent oui, bon, on n'est pas tout à fait d'accord, mais il ne faut pas fâcher. Donc, en fait, Trump arrive toujours à faire peur, y compris à ceux qu'il malmène, et y compris aux alliés occidentaux. Et donc, voilà, le tigre de papier peut rester effrayant, et ce qui est important, c'est la perception. Et donc, on manque peut-être de gens, on pourrait plus dire, effectivement, le roi est nu, c'est un tigre de papier, on doit l'affronter plus fortement, ça devrait être nécessaire. Mais on voit, enfin, il a quand même promis un génocide en disant qu'il allait rayer, détruire la civilisation iranienne, et ça aurait dû soulever des protestations dans le monde entier.
On a dit, ah bah non, on n'a pas bien entendu, il devait plaisanter, ça devait être autre chose. Bon, voilà quoi. Quant à Jordan Bardella, que la Russie soit gagnante, la vraie gagnante, c'est pas les Russes, c'est les Chinois, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais les Russes, en tous les cas, ne sont pas perdants, parce que le prix du baril de pétrole augmente, et donc leurs revenus augmentent. Sauf que là, quand même, la Russie a subi quand même quelques désagréments au Mali, on en parlera tout à l'heure, dans d'autres pays. Ils reprennent un peu pied au Proche-Orient, Poutine a eu une longue conversation avec Trump sur le Proche-Orient. Ils ont toujours des liens avec l'Iran. Et effectivement, leurs caisses sont remplies, mais en même temps, on voit que la cote de Poutine est en train de dégringoler en Russie. Il n'est pas en danger parce qu'il contrôle la situation, mais il n'est plus aussi populaire. Il est temps aussi pour lui peut-être de songer à arrêter la guerre qui commence à peser sur sa popularité. Alors, le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. L'Iran parvient de moins en moins à faire acheminer ses barils de pétrole. Est-ce que cette stratégie de blocus est en train d'asphyxier l'économie iranienne, ou est-ce que est-ce qu'il reste des marges de manœuvre pour Téhéran ? Il reste des marges de manœuvre, parce qu'ils ont quelques réserves et que, comme le prix augmente, même s'ils exportent moins, ça rapporte plus. Mais de toute façon, soyons clairs, l'économie iranienne est détruite. Les 25 000 bombes qu'ils ont reçues et missiles, les 25 000 cibles, c'est pas que les infrastructures du régime iranien qui ont été atteintes. C'est des usines, c'est des hôpitaux, c'est des infrastructures économiques, c'est des crimes de guerre. Frapper des cibles civiles, les infrastructures économiques sont des cibles civiles. C'est interdit. Et donc, comme Israël et les États-Unis se foutent complètement du droit international, allons-y, et que personne ne proteste. C'est l'Iran, c'est pas grave, allons-y gaiement. Donc, mais oui, effectivement, l'économie iranienne aura beaucoup de mal à se remettre de cette guerre, mais pas le régime. Le régime va rester en place. Et donc, et souvent, on voit en période de pénurie que les régimes les plus autoritaires, au contraire, répartissent la pénurie et du coup regagnent de l'influence, regagnent du pouvoir sur la propre population qui est complètement démunie. Et quand on est complètement démuni, on ne se révolte pas. Alors, le conflit s'est étendu à d'autres pays de la zone, notamment le Liban, où Israël y mène des attaques depuis début mars. Depuis que le Hezbollah a lancé des roquettes en direction d'Israël en réponse à l'assassinat du guide suprême iranien, donc Ali Khamenei, Israël n'a pas cessé d'attaquer le Liban. Beyrouth même a été bombardée. Des pourparlers ont été amorcés par Washington et avaient démarré donc mi-avril. Est-ce qu'on peut dire que ces pourparlers sont un échec, car Israël poursuit ses frappes et l'occupation du Liban, sans respecter l'accord du cessez-le-feu depuis le 16 avril. Alors, il n'y a plus de frappes massives comme celles qui ont fait 300 morts en un jour, mais il y a toujours des frappes, il y a toujours des morts. Et Israël continue non seulement de frapper, mais surtout d'occuper et de détruire. Elle prend possession. Un ministre israélien avait dit qu'il allait transformer le Liban en Gaza. Et en tout cas, sur la partie contrôlée du sud Liban, contrôlée par Israël, oui, on a vu les images, les photos, tout est détruit, les gens ne pourront pas revenir. Et donc, c'est une prise de gage territoriale d'Israël qui fait une annexion de fait, pas de droit bien sûr, mais de fait du Liban. Et ce qui place quand même le président Aoun dans une mauvaise posture, parce qu'il négocie avec ceux qui conquièrent son territoire et mettent en péril son intégrité territoriale. Et le Hezbollah a beau jeu de dire pourquoi tu négocies avec lui, mais lui dit si vous n'aviez pas bombardé Israël, Israël n'aurait pas fait cela. Et donc le Liban est très divisé là-dessus. Mais en tous les cas, Israël aurait le choix de dire tantôt, la France a proposé à Israël de se retirer du Liban en échange d'un accord de paix. Et donc, un accord de paix voudrait dire reconnaissance d'Israël par le Liban. C'est l'extension des accords d'Abraham, ce qui serait une victoire magnifique pour Netanyahou. Mais il préfère un bon tien qu'un deux tu l'auras. Et donc, et là, je pense que même pour le président Aoun, qui est le mieux disposé à l'égard des États-Unis, il sera difficile de faire un accord de paix avec Israël qui reconnaîtrait Israël, alors qu'Israël occupe une partie de son territoire suite à la guerre. Et la France, donc tu en parlais, a été mise à l'écart dans ce processus de négociation entre le Liban et Israël. Et là, on voit l'Arabie saoudite qui, elle, est de plus en plus impliquée dans ce processus. L'émissaire saoudien Yazid Ben Farhan s'est rendu à Beyrouth le 23 avril dernier. Quel rôle joue l'Arabie saoudite dans ce processus de négociation ? Pendant très longtemps, il y avait des influences de pays étrangers, comme les États-Unis et la France, sur le Liban, des pays non voisins, non arabes, qui étaient très fortes. Là, l'influence de la France au Liban, elle est vraiment en chute libre. Et puis, au niveau des voisins, deux pays se disputaient l'influence sur le Liban, c'était la Syrie et l'Arabie saoudite. La Syrie via le Hezbollah et puis l'Arabie saoudite via notamment les autres partis. Là, désormais, il n'y a plus d'influence syrienne. Le Hezbollah est quand même très affaibli. Et donc, l'Arabie saoudite essaye, disant qu'elle est plus acceptable pour Israël et pour les États-Unis. L'Arabie saoudite essaye de reprendre de l'influence sur le Liban, sachant qu'elle a les moyens
d'aider le Liban à la reconstruction économique. Et donc, on peut dire qu'il va y avoir une augmentation, effectivement, de l'influence saoudienne. Il ne faut pas oublier que Hariri a fait sa fortune en Arabie Saoudite avant de devenir Premier ministre libanais. Donc, les connexions existent. Il faut se rappeler que MBS avait rendu Hariri, avait pris en otage le Premier ministre libanais pour faire pression sur lui avant qu'il ne soit libéré à la demande de la France. Donc, voilà, les Saoudiens se disent que c'est peut-être le bon moment pour reprendre largement pied au Liban. Pour fermer ce volet guerre au Moyen-Orient, en Israël, les élections législatives arrivent en octobre et il se pourrait qu'une nouvelle coalition composée des 2 anciens premiers ministres israéliens, donc Naftali Bennett et Yair Lapid, fasse tomber Benyamin Netanyahou en octobre prochain. Pour information, Yair Lapid est un ancien journaliste télé de centre-gauche de 62 ans et Naftali Bennett est un ex-officier commando de l'armée israélienne âgé de 54 ans, classé à l'extrême droite et ancien conseiller de Benyamin Netanyahou. Alors, faire liste commune pour battre Benyamin Netanyahou, ça va changer quoi concrètement pour Israël et la Ça va région ? changer effectivement le climat en Israël. Netanyahou, il y a des partisans, il y a des gens pour qui il est un héros et des gens qui le détestent. Et donc, ça va permettre un peu de ripolliner le visage israélien, parce qu'on va dire Netanyahou il est quand même inculpé par la Cour pénale internationale. Alors même si tout le monde ne respecte pas cela, c'est un peu gênant. Là, il y aura des nouveaux dirigeants, on peut dire, vous voyez, c'est nouveau. Ça va permettre un peu de passer à l'as tout ce qui s'est passé après. Parce qu'en fait, aucun des deux, même celui qui se dit du centriste, il est centriste par rapport à l'échiquier politique israélien, mais par rapport aux Palestiniens, il refuse catégoriquement toute perspective de création d'État palestinien. Donc sur la question palestinienne, ça ne changera rien. Ils sont tous les deux, d'accord pour dire qu'il ne pourra jamais y avoir d'État palestinien. Ils n'auront peut-être pas les excès, il y aura peut-être plus Ben Gvir et Smotrich, mais en fait, ça va permettre de donner un visage plus présentable à Israël pour le monde extérieur sans réellement changer. Ça changera la politique intérieure, ça ne changera pas la politique à l'égard du conflit israélo-palestinien. Les Émirats arabes unis ont annoncé leur départ de l'OPEP, donc c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, composée aujourd'hui de 12 États membres, si on retire les Émirats. Ce départ entre officiellement en vigueur ce 1er mai, donc 3 jours après avoir annoncé leur départ. Pascal, les Émirats parlent d'intérêt national. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est une décision stratégique, économique, politique ? C'est lié à la relation bilatérale avec l'Arabie saoudite. MBZ, Mohamed Ben Zayed, qui est le président des Émirats arabes unis et l'émir d'Abu Dhabi, a été un peu le parrain de Mohamed Ben Salman en Arabie saoudite. Il l'a accompagné quand il a pris le pouvoir. Il a 25 ans de plus que lui. Et donc, ça a été un peu son tuteur. Et puis, il l'a entraîné. Blocus du Qatar, guerre en Yémen. Bon, Mohamed Ben Salman, ça a montré que s'est aperçu que ça marchait pas terrible. Et puis, au fur et à mesure, il a dit, j'ai pas besoin de parrain, je suis grand. Et puis, l'Arabie saoudite, c'est quand même un grand pays. Je vais pas être sous la tutelle d'un plus petit pays. Donc, il y a à la fois un peu une bataille d'ego entre les deux et une rivalité nationale entre les Émirats et l'Arabie saoudite. Et donc, d'ailleurs, Mohamed Ben Zayed n'est pas venu au sommet de Conseil de coopération du Golfe qui avait lieu à Riyad, où il aurait dû être à côté de MBS. Alors, en fait, l'OPEP, ça fait déjà longtemps qu'ils ne respectaient pas leurs quotas. L'OPEP désigne des quotas pour chaque pays en disant « tu produis tant » pour diriger les cours. En fait, les cours, ils sont plus dictés par une entente entre les Saoudiens et les Russes que par l'ensemble des pays de l'OPEP. Donc, les Émiratiers n'étaient pas très contents et depuis longtemps, ils ne respectaient pas les quotas. Donc, ça ne change pas grand-chose, mais c'est l'affirmation d'une différenciation et surtout c'est aussi une différence d'attitude par rapport à la fois à l'Iran et à Israël, puisque les Émirats ont signé un accord de paix avec Israël, ont reconnu Israël et que les Saoudiens qui auraient été tentés de le faire se disent c'est pas possible de le faire avec ce qui se passe à Gaza. Et donc sur la nature de la relation avec Israël et sur le fait que les Saoudiens se disent peut-être qu'un jour on pourra récupérer l'Iran, alors les Émirats pensent que l'Iran non, ça sera toujours un danger, et donc d'où aussi une attitude différente par rapport à Israël. C'est tout ceci qui fait la différence entre les deux. Est-ce que ce départ fragilise réellement l'OPEP ou est-ce que l'organisation reste dominée par non, des acteurs oui, alors en affichage, c'est pas très bon quand quelqu'un part, mais une fois encore, les Émirats n'étaient pas un acteur majeur de l'OPEP et la solidité de l'entente sur ce point entre Moscou et Riyad est plus importante. Est-ce que ce départ peut avoir un impact concret sur les prix du pétrole et du gaz à court terme ? En fait, disons que les Émirats veulent avoir la maîtrise de leur production sans qu'elle soit dictée par un cartel qui lui soit au-dessus de lui. Et donc, on va voir s'ils veulent augmenter leur production pour profiter des cours hauts, mais en même temps, pour l'instant, c'est difficile pour eux aussi d'exporter. Donc, c'est un peu compliqué. À cause du blocage du blocus et des bombardements.
est-ce que ce choix des Émirats arabes unis traduit une recomposition plus large des alliances au Moyen-Orient ? Oui, très clairement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y avait une sorte d'axe, de couple Émirats arabes unis, Arabie saoudite, qui était vraiment très très solide. Cette alliance bilatérale a éclaté parce que, une fois encore, l'homme fort de l'Arabie saoudite ne veut pas être sous la tutelle de qui que ce soit et ne veut pas que son pays soit sous la tutelle de qui que ce soit. Mohammed Ben Salman a multiplié les relations. Auparavant, les Saoudiens, c'était le couple un peu unique avec les États-Unis et puis, les Émirats. Désormais, Mohammed Ben Salman, il va en Chine, il a des contacts avec la Russie, avec la Turquie, etc. Il veut un peu multiplier tout cela. Donc, il a vraiment une politique de multi-alignement et de puissance de plus en plus affirmée. Et donc, Mohammed Ben Zayed, qui se souvient un peu comme celui qui est sur le siège arrière et qui conduit MBS, s'est aperçu que ça marchait plus comme ça, et donc il reprend un peu ses billes, quoi. Ce divorce, finalement, n'est pas principalement lié au conflit entre les États-Unis et l'Iran, mais c'est plutôt une question d'ego entre les deux, oui, alors entre l'Arabie le saoudite et conflit l'Iran. en Iran a un peu cristallisé les choses, que ça rend pour chacun la gestion plus compliquée. Chacun, quand il y a une crise, chacun voit beaucoup plus son seul intérêt national et moins de coopération. Et donc les Émirats arabes unis qui ont plusieurs points de friction, et puis les Saoudiens les ont délogés de position aussi au Yémen. Donc en fait, le contentieux s'est élargi entre ces deux pays qui étaient très proches, et donc ils reprennent leur bille. On quitte le Moyen-Orient pour s'intéresser à une autre crise majeure, celle qui secoue aujourd'hui le Mali. Le pays fait face depuis plusieurs jours à une offensive d'une ampleur inédite. Des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, appelés JNIM, se sont alliés à des rebelles indépendantistes Touaregs qui forment le FLA, c'est le Front de libération de l'Azawad, afin de mener des attaques coordonnées dans plusieurs villes, dont Bamako, Gao ou encore Kidal. Cette alliance est une première et elle fragilise fortement la junte militaire au pouvoir dirigée par Assimi Goïta. Le ministre de la Défense Sadio Camara a d'ailleurs été tué lors de ces attaques. Dans le même temps, la situation met en lumière les limites du soutien russe. Malgré la présence de forces liées à Moscou, certaines positions clés comme Kidal ont été perdues et la Russie refuse pour l'instant de se retirer du pays. Une situation qui fait craindre une déstabilisation durable du pays, voire de toute la région du Sahel. Alors Pascal, est-ce que la junte malienne est aujourd'hui réellement en danger ou est-ce qu'elle garde encore le contrôle sur la situation ? Ça chauffe pour elle, puisque au-delà de ce que tu viens de dire, le JNIM a mis un blocus sur Bamako pour empêcher le ravitaillement de Bamako. Donc ça devient très compliqué. Effectivement, c'est une défaite. Ces deux alliés, c'est un peu la reconstruction d'une alliance dissoute dans le passé, mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Entre un groupe lié à Al-Qaïda qui veut mettre la charia et des indépendantistes touaregs, normalement, il n'y a rien à faire, mais ils ont un ennemi commun, qui est l'État malien. Et donc, c'est une alliance de circonstances, une alliance opportuniste. Parce qu'une fois encore, ils sont très différents. Ça a marché, ils ont repris des villes, ils ont fait très peur. Et alors, les Russes étaient très fâchés contre les militaires maliens qui n'ont rien vu venir et qui, du coup, ils se sont dit, nous, on ne va pas se mettre en danger pour vous. Donc, c'est aussi quand même une défaite pour la Russie. Parce que la Russie, c'était la promesse d'une sécurité, non pas pour le pays, mais pour le régime. Là, ils n'ont rien fait. Ils ont laissé faire, donc c'est quand même une claque. Et les militaires maliens sont moins équipés que le JNIM et que le FLA, qui ont récupéré beaucoup d'armes issues des stocks libyens. Une fois encore, bravo pour l'intervention en 2011. Et on se demande si l'Algérie est forcément mécontente que le Mali soit en difficulté, puisque le Mali est revenu sur sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique pour faire plaisir au Maroc. Donc ça n'a pas fait plaisir à Alger. Mais en même temps, Alger n'a pas trop envie de développer les tentations autonomistes dont on sait qu'elles peuvent souffler un peu partout et que ça pourrait les atteindre par la suite. Enfin voilà. Donc effectivement, on peut très bien assister à un éclatement du Mali entre le JNIM qui contrôlerait une zone, les Touaregs une autre, les militaires une autre, où je vois mal pour l'instant les militaires maliens qui ne sont plus aidés par les Russes. Et c'est qui va leur fournir des équipements supplémentaires ? Pas grand monde. Ils ont subi des défaites et donc je vois pas par quel miracle ou par quelle stratégie ils pourraient reprendre les positions qu'ils ont perdues de façon radicale. Alors tu dis qu'ils ne sont plus soutenus par les Russes, mais la Russie dit ne pas vouloir quitter le Mali. Oui, mais enfin, si tu as des soldats russes qui sont au Mali et qui ne combattent pas, ils ne servent pas à grand-chose. Et donc là, en fait, au moment clé où ils auraient pu venir en aide aux soldats maliens pour éviter la perte de villes importantes, donc Kidal notamment, eh bien, ils sont restés à l'écart en disant, nous, ils sont neutres. Pas du tout, ils sont complètement liés
voyez, c'est quand même les militaires maliens qui les ont fait venir. Et donc, c'est quand même pas une très bonne publicité pour l'Africa Corps, qui est le successeur de Wagner, qui se présentait comme étant nous... en fait, ils avaient des accords sécuritaires, une fois encore, avec les régimes. Ils n'apportaient pas le développement, ils n'apportaient pas la sécurité pour la population. Très souvent, ils ont fait des bavures énormes par rapport aux populations, mais ils protégeaient le régime en place. Là, même pas. À quoi servent-ils, du coup ? On peut se poser la question, c'est-à-dire qu'effectivement, là, ils ont montré leur inutilité par rapport à l'engagement, et donc c'est une faiblesse. Je veux dire, là, c'est assez embêtant pour Poutine. L'Ukraine est plus importante que le Mali, mais on voit bien quand même qu'à un moment donné, avant la guerre en Ukraine, la Russie reprenait pied partout. Bon, du coup, de la guerre en Ukraine, elle a obligé d'abandonner Bachar. Elle est moins présente en Iran et au Liban, mais Bachar, quand même, c'est aussi parce que les Russes étaient moins présents pour l'aider. S'il y avait eu l'aviation russe, quelques avions, ça suffisait pour empêcher Al-Sharab de prendre le pouvoir, j'imagine. Et donc là aussi au Mali, donc on voit en fait on comprend que pour la Russie, l'Ukraine est une priorité, mais du coup, le retour sur la scène internationale que Poutine avait réussi à faire dans de nombreux pays, au Proche-Orient, en Afrique, et ben là, c'est en rétraction. Alors, les rebelles Touaregs militent pour l'indépendance du nord du Mali et se sont alliés donc aux djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ce que signifie JNIM, dans l'objectif de renverser la junte au pouvoir. Est-ce qu'ils ont des ambitions d'extension au-delà, plus grandes que cette zone-là ? Alors, pas le FLA, mais le JNIM, oui, parce que le JNIM voudrait bien mettre la charia aussi au Burkina, au Niger et plus loin possible. Donc, s'ils arrivent à conquérir un espace territorial, ils feront comme Daesh en Syrie, Irak. Ils garderont une partie du Mali, mais leur ambition, elle est beaucoup plus grande. Et leur ambition, c'est aussi de s'étendre au pays Touareg. Donc, il faudra qu'il y ait un accord entre les deux pour dire, d'ailleurs, les Touaregs ont accepté d'appliquer une charia, mais pas tout à fait, pour justifier leur alliance. Mais oui, normalement, les Touaregs devraient être soumis au JNIM. Bon, pour l'instant, c'est pas possible, parce que ce sont deux forces qui s'unissent, qui voient que leur intérêt commun est de pas... Mais leurs buts sont contradictoires. Et est-ce qu'ils ont un projet politique clair, ou est-ce qu'on sait s'ils ont un projet politique ? Oui, c'est de créer un État islamique, comme on l'avait vu sur les débris de la Syrie et de l'Irak, et de faire cela pour établir un État islamique au Mali et plus largement dans le Sahel. Pour revenir à l'Algérie, donc elle a historiquement été un acteur clé dans la médiation au Mali. Quel est son rôle dans ce conflit aujourd'hui ? Comment se positionne-t-elle ? En fait, il y a un imam très connu qui vit en Algérie, qui est en exil. L'Algérie ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe au Mali, et en même temps, elle avait des relations plus compliquées avec les militaires au pouvoir du fait de ce rapprochement avec le Maroc. Donc l'Algérie ne veut pas être accusée de trop s'ingérer dans les affaires maliennes, ni d'aider des groupes djihadistes qui seraient quand même contradictoires avec leur passé et leur présent, et aussi des groupes indépendantistes. Donc c'est un jeu un peu subtil de ne pas aider le régime malien, mais il ne faut pas aller non plus trop loin dans l'autre sens. Donc sans doute qu'ils attendent que les Maliens reviennent les voir pour dire, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, le régime a signé les accords d'Alger, mais qui n'ont pas été respectés. Et les Algériens étaient un peu fâchés de cela également. Est-ce que tu peux rappeler les accords d'Alger ? C'était un accord de réconciliation entre les différentes composantes, pas le JNIM, mais avec notamment les Touaregs, un accord de réconciliation nationale entre Maliens. Nous terminons ce tour du monde en Syrie, où s'est ouvert le procès de l'ancien président Bachar el-Assad et de plusieurs membres de son entourage, poursuivis pour leur rôle dans la répression du soulèvement de 2011 à l'origine de la guerre civile syrienne. Un procès hautement symbolique, puisque l'ancien chef de l'État est jugé par contumace, c'est-à-dire sans être présent physiquement, car il a quitté le pays en 2024. À la barre, un seul accusé est pour l'instant présent, Atef Najib, cousin de Bachar el-Assad et ancien chef de la sécurité politique à Dera, où avaient éclaté les premières manifestations en 2011. Arrêté en janvier 2025, il est considéré comme l'un des acteurs clés de la répression initiale. Ce procès intervient donc plus de 15 ans après le début du conflit, qui a fait des centaines de milliers de morts, des traumatismes multiples et profondément bouleversé l'équilibre régional. Alors Pascal, est-ce que ce procès marque un tournant dans la recherche de justice pour les crimes en Syrie ? Oui, c'est toujours bon que les criminels de guerre, que les bourreaux payent le prix de leurs crimes et qu'il n'y a pas une impunité. Et il faut au contraire souhaiter que tous les criminels de guerre payent
et soit jugé. Et il vaut mieux qu'il soit jugé pour témoigner par rapport à l'histoire, plutôt qu'il soit exécuté et qu'il aurait fallu qu'il y ait un procès de Kadhafi, plutôt qu'il soit exécuté ainsi. Il y a eu un procès pour Saddam Hussein, mais qui était bidon. Enfin bon, j'espère que ses droits sont défendus, mais ce type a du sang sur les mains de façon... Enfin, il a vraiment la répression, la cruauté. C'est-à-dire que c'est pas seulement la répression, c'est la cruauté dans la répression, les souffrances qui ont été infligées à tous les gens qui sont passés entre les mains et les mains de ces soldats et miliciens, et c'est absolument scandaleux. Et donc, c'est bien que justice passe. Bachar, lui, ne sera jamais jugé, parce que la Russie ne le donnera jamais. La Russie est déjà en difficulté. Comme on l'a vu sur le Mali, ils ont du mal à dire qu'ils délivrent ce qu'ils ont promis. Et donc, Bachar réfugié chez eux, au moins ils veulent dire, quand on est réfugié chez nous, on n'est pas livré. C'est une sorte d'impunité. Enfin, c'est mauvais pour les peuples, mais c'est bon pour les dirigeants qui voudraient signer un pacte avec la Russie. C'est une sorte d'assurance-vie qu'ils signent avec Moscou en disant, si ça se passe trop mal, au moins je pourrais finir tranquillement mes jours à Moscou. Alors le fait que Bachar el-Assad soit jugé par contumace, est-ce que ça limite la crédibilité et l'impact de Non, ce parce procès ? qu'en fait, il y aura aussi un avocat, il y aura aussi un procureur, et les faits seront les faits. Donc, il n'exécutera pas sa peine, mais ce qui compte pour l'édification, c'est que l'on puisse rappeler l'ampleur des crimes qu'il a commis, l'ampleur de la répression. Et donc, oui, on aurait préféré qu'il soit face à ses juges, mais au moins il sera jugé. Bon, donc le jugement ne sera pas exécuté, mais il aura lieu. Est-ce que ce procès peut avoir des conséquences diplomatiques, notamment avec les alliés historiques du régime syrien, comme la Russie ou l'Iran ? Non, en fait, les Russes sont pragmatiques et le régime syrien, le pouvoir syrien également. Donc, ils réclament que Bachar leur soit livré, ils savent qu'il ne le sera pas. Et donc, chacun sait que ce que peut faire l'autre, c'est que les Russes comprennent qu'on leur demande que Bachar soit livré. Et donc, il y a un accord tacite entre Damas et Moscou pour qu'on s'en arrête là. Merci à vous d'avoir été avec nous sur le plateau du Média. C'était Géostratégiques avec Pascal Boniface. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse de l'actualité internationale. À bientôt.